Bonsoir mes amis. Alors vous savez, malgré mon âge avancé, je suis resté un grand gamin quelque part et j'ai toujours une grande attraction pour les... Entre autres, hein, par exemple, j'aime bien traîner dans les rayons de jouets. Idéalement, j'aurais bien aimé avoir un enfant. Idéalement, j'aurais bien aimé avoir un enfant pour m'en servir comme prétexte pour aller dans les rayons de jouets et même en acheter. Mais bon, les choses sont telles que je suis obligé d'aller tant que je suis, d'aller donc traîner des fois dans les rayons de jouets où je trouve énormément de plaisir. Et je disais donc que j'aime bien les histoires folkloriques. Quand j'étais petit, ma grand-mère m'en racontait en arabe. Les noms étaient des noms en arabe parce que les histoires folkloriques sont des histoires universelles. On les trouve dans le folklore européen, mais on les retrouve d'une manière extrêmement équivalente, extrêmement proche dans le folklore arabe. On les trouve dans le folklore d'énormément de nations. Si vous voulez, quel est l'intérêt dans ces contes qu'on raconte aux enfants avant qu'ils dorment? C'est que ces contes-là sont portés par le public, par des gens comme vous et moi. Parce que, très intéressant, c'est que si vous regardez les histoires que raconte un auteur, les histoires portées par un auteur en particulier, si vous regardez ces histoires, vous les écoutez, vous les lisez, vous arriverez peut-être à comprendre sa psychologie, vous arriverez à pénétrer sa psychologie à lui au travers des récits qu'il raconte. Les histoires folkloriques n'ont pas d'auteur. Alors, par exemple, aujourd'hui, je voulais vous parler un peu de Cendrillon. Cendrillon est un conte qui a été raconté par Perrault en France, par Charles Perrault. Je crois que c'était vers l'an 1600 et quelques, 1700 et quelques. Les frères Grimm sont des Allemands qui vont raconter la même histoire avec quelques variations près un siècle plus tard. Mais en réalité, les Anglais, quand ils ont étudié cette histoire, ils ont trouvé plus que 350 variantes qui datent bien avant Charles Perrault, qui datent bien avant les frères Grimm. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que les histoires folkloriques sont portées par le public, sont portées par les gens. D'accord? D'où l'intérêt de les étudier, parce que quand on étudie les histoires folkloriques, on n'est pas en train d'étudier la psychologie de Charles Perrault, la psychologie des frères Grimm, on est en train d'étudier la psychologie de peuple, on est en train d'étudier la psychologie de civilisation. Et comme ces histoires ont été portées même à travers les civilisations, on est en train d'étudier l'histoire de l'humanité en tant que telle, en fait. C'est ça. Parce que vous ne pouvez pas dire la même chose des histoires mythologiques, parce que la mythologie, si vous remarquez, la mythologie va véhiculer des histoires extrêmement compliquées. Les héros de la mythologie, ils ont des noms, des fois les noms changent au cours de leur vie, ils ont des relations familiales extrêmement compliquées, des fois même variables, ils meurent, ils ressuscitent, etc. Et très peu de gens, à moins que ce soit vous me parliez peut-être à une élite intellectuelle, très peu de gens sont capables de vous parler facilement des histoires mythologiques. Les histoires mythologiques, en général, ont été portées par une sorte d'intelligentsia, si vous voulez. L'intelligentsia était très souvent représentée par les prêtres, en fait, par des gens de religion. Pourquoi? Parce que des époques où des rois ne savaient pas signer correctement avec leur nom en bas d'un parchemin, les hommes de religion parlaient plusieurs langues, avaient voyagé, etc. Donc c'était en fait des gens qui étaient en avance. Et c'est eux qui portaient ces histoires mythologiques. Alors que l'histoire folklorique est beaucoup plus simple. Elle est portée par le plébéien, elle est portée par le gueux, vous comprenez? Elle est portée par tout le monde en réalité. Et elle est beaucoup plus simple. Hein. Les gens ont rarement des noms. Bon, Cendrillon, elle a un nom, un surnom si vous voulez, mais si vous regardez les personnages des histoires, il n'y a pas d'autres gens qui ont des noms autour. Même les noms, on est très économe des noms. Dans Robin des Bois, bon, il y a Robin des Bois, on connaît son nom, mais est-ce que vous arrivez à citer un deuxième nom dans l'histoire? Non, non, vous comprenez? Pareil pour Cendrillon, on sait qu'il y a Cendrillon. Mais le prince, il s'appelle comment? Personne n'a la moindre idée. D'accord, vous comprenez,
C'est ça, l'histoire est extrêmement simplifiée. C'est ça qui fait qu'elle est facile à transmettre, facile à raconter même aux enfants. Et elle a même été, si vous voulez, parce que les histoires mythologiques sont très longues. Hein. Si vous prenez un livre de mythologie grecque, hein, c'est épais, c'est écrit avec des caractères de notices de médicaments, vous comprenez, c'est pas le genre de truc que vous allez vous amuser à raconter à un enfant qui dort. Parce que si vous racontez ça à un enfant, comprenez bien que si vous commencez à raconter cette histoire alors que l'enfant a, on va dire, l'âge de comprendre, on va dire 3 à 4 ans, hein, au moment où vous l'avez fini, il a 30 ans, le gamin. Hein, d'accord. Donc, l'histoire folklorique a été sous un format très simple qui peut être raconté à l'enfant qui s'endort, et généralement il s'endort avant la fin de l'histoire. Alors, si je prends l'histoire de Cendrillon, une histoire très particulière. Alors Cendrillon, beaucoup, nous tous, quand on raccourcit, on a l'impression que c'est l'histoire d'une gamine ou d'une femme ou d'une jeune femme ou ce que vous voulez, les jeunes en tout cas, comme le sont souvent les héros des histoires, et elle va rencontrer le prince charmant et elle va devenir une princesse, etc. Et la vision, voir l'histoire sous cette forme, c'est rater en fait l'essentiel de l'histoire. Parce que ce n'est pas comme ça. Il y a quelque chose, il y a malheureusement, quand on raconte l'histoire comme ça, on est en train de la mettre dans un monde, on est en train de la transférer dans un monde capitaliste, dans un monde consumériste aujourd'hui, où les gens veulent devenir riches rapidement. Donc en fait, la raconter comme je viens de le faire, là, le résumer comme je viens de le faire, c'est une personne qui devient riche vite. D'accord. Alors ça excite beaucoup de monde, mais ce n'est pas ça. Si l'histoire avait été de devenir riche vite, ça n'a pas été. C'est très récent, hein, que c'est rentré dans la psychologie d'une partie de l'humanité, cette histoire-là, cette logique de devenir riche. Et probablement l'histoire n'aurait pas été portée. Hein, il n'aurait pas été portée, n'aurait pas été déclinée sur des siècles et des siècles, voire même plus. Le début de l'histoire, Cendrillon est la fille d'un prince et d'une princesse. Très important. Donc en fait, sa mère meurt et son père se remarie. Il se remarie avec une femme et il a avec cette femme d'autres enfants ou cette femme arrive avec d'autres enfants. C'est très important. Ce qui veut dire, quand on regarde bien, qu'en fait Cendrillon n'est pas une fille qui est tout en bas et qui cherche à remonter. C'est pas possible. Ce schéma psychologique n'existe pas. En fait, c'est une fille qui était en haut, d'accord, qui avait déjà une noblesse. Elle était déjà la fille d'un prince et d'une princesse. Et elle est tombée, et elle va passer... Alors là, l'histoire, quand on dit elle était la fille d'un prince et d'une princesse, et puis elle tombe et elle est tout en bas, là, c'est la première page de l'histoire, c'est tout. En une demi-page, on vous a raconté ça, c'est pour ça qu'on l'oublie souvent. Et en fait, elle va passer tout le reste de l'histoire à retrouver quoi? À retrouver une noblesse qu'elle avait déjà. Si vous regardez, je fais un hors-sujet, si vous regardez l'histoire de la princesse et du crapaud, par exemple, donc la princesse qui embrasse un crapaud et qui devient un prince, ce n'est pas l'histoire d'un crapaud qui va devenir un prince. Ce n'est pas vrai du tout. Si vous regardez l'histoire sous cet angle, vous ratez l'essentiel de l'histoire. Parce qu'au début de l'histoire, le prince était vraiment un prince. Et c'est par un sortilège, par une sorte de magie noire, qu'il est devenu un crapaud. Et après toute l'histoire, c'est lui retrouvant son statut, sa noblesse initiale. Alors toutes les histoires folkloriques sont comme ça. On est toujours à la recherche. Et parce que peut-être les humains sont à la recherche de quelque chose qu'ils ont eu dans cette vie ou dans une autre, qu'ils sentent avoir eu, que ces histoires parlent aux gens. Parce que sinon, c'est pas une lutte des classes, hein, c'est pas des histoires marxistes, hein, c'est pas ça le but du jeu. Donc, je vous disais que Cendrillon, quand on rentre dans le cœur de l'histoire, elle est tout en bas de l'échelle alimentaire. Elle travaille où? Elle travaille dans la cheminée, elle met le feu dans la cheminée, elle est tout en bas de la maison, elle est dans les fondations, et on comprend bien que être tout en bas, c'est pas tout en bas géographiquement parlant, mais aussi dans sa position sociale ou autre, elle est tout en bas de l'échelle.
Et elle a donc un père, et ce père, il a d'autres filles. Hein. Donc elle a des, comment on appelle ça en français, comment on dit, les enfants les enfants que le parent a, que le parent ramène avec lui, mais des demi-frères, on dit des demi-frères, voilà, des demi-frères, parfois c'est même des quarts de frères ou des quarts de sœurs, tellement ils étaient méchants avec elle, je pense que même le terme de demi-frère est peut-être trop gros. Et on retrouve très souvent dans le folklore ces histoires de demi-frères avec les parents. Pourquoi? Parce que tout le monde dans sa vie a eu des parents et a eu des demi-frères ou des demi-sœurs. Alors, même si ton père s'est pas marié avec une autre femme ou ta mère s'est pas mariée avec un autre homme et n'aura pas ramené des gamins, malgré tout, beaucoup de gens ont vécu cette histoire de demi-frère et de demi-sœur, qui est souvent, par exemple, le travail des parents. Par exemple, le travail des parents peut rentrer peut être appelé demi-frère ou demi-sœur dans toute sa dignité, en fait. Pourquoi? Parce que il accapare le parent, il accapare par rapport à l'enfant qui considère de plein droit qu'il devrait être le centre de l'intérêt, en fait. D'accord? Donc, les parents peuvent avoir des occupations professionnelles, peuvent avoir des loisirs, peuvent avoir plein d'autres occupations qui vont les détourner de ce que l'enfant considère l'intérêt légitime central des parents, donc lui-même. Donc on retrouve très souvent cette notion de demi-frère et de demi-sœur dans les histoires folkloriques. On retrouve aussi dans ces histoires, quand par exemple dans l'histoire du petit poucet, on retrouve ces conflits avec les parents. Alors dans l'histoire du petit poucet par exemple, le parent va pousser le vice, non pas avoir nécessairement d'autres enfants qui va passer devant ses propres enfants, mais il va avoir une poussée d'égoïsme qui va le pousser à dire je me débarrasse de mes enfants, je les jette dans la forêt pour pouvoir survivre moi. Et ça arrive très souvent que des gens se débarrassent de choses très importantes, de choses essentielles auxquelles ils devraient peut-être consacrer toute leur énergie pour pouvoir faire passer des choses moins importantes. Ça arrive très souvent dans la vie des gens. Et ça, c'est raconté de manière symbolique à travers son filigrane. C'est le filigrane qui porte les histoires folkloriques. Alors, je disais, il y a ce conflit avec les parents parce que les gens ont tous un conflit avec leurs parents. Même quand c'est l'amour parfait, même quand c'est l'entente parfaite. Il y a un conflit avec les parents, d'où il vient. Je vais vous dire d'où il vient. Pourquoi les gens se l'approprient à travers l'histoire folklorique. Pourquoi ils le ressentent? Parce qu'en fait, l'âme humaine, c'est une chose. L'âme de chaque homme et de chaque femme sait que ses parents ne sont pas ses parents. Le sait avec certitude parce que tes parents ne sont pas tes parents. Parce que quand c'est ton âme qui parle, l'âme n'est pas le croisement de l'âme du père et de l'âme de la mère. C'est une âme à part entière, c'est une âme qui n'a rien à faire avec ces deux âmes-là. C'est une âme totalement indépendante. Alors que le reste, peut-être, le reste de ta structure physique et spirituelle et éducative et autres, est le résultat du croisement des deux énergies ou des deux substances de tes parents. Mais l'âme, non, ne l'est pas. Donc c'est pour ça que il y a de manière très systématique ce conflit avec les parents. Et donc, je disais que Cendrillon va chercher tout le long de l'histoire. Elle va être quelqu'un qui ne compte pas, quelqu'un que tout le monde méprise, alors qu'en fait, cette personne a une noblesse intérieure absolument extraordinaire et tout le cœur de l'histoire, c'est elle récupérant cette noblesse-là. Et après, même étant généreuse, alors selon les histoires, le frère Grimm ou Perrault, elle peut être extrêmement généreuse envers même les gens, ses demi-sœurs, qui lui ont fait du mal, et même sa belle-mère, et elle va tout faire pour aussi les aider à trouver le bonheur et à trouver elle-même aussi le prince charmant. Ces histoires, je pense que elles ont failli, c'est des histoires qui ont presque
qui sont presque qualifiés pour rentrer dans un livre de type biblique, hein, vous comprenez, si ça se trouve, c'est des histoires qui sont tombées d'un livre sacré, ou que des gens tenaient pour sacré, mais il nous reste que leur variante. Minuit presque, 15 minutes. J'arrête cette vidéo, je reviens plus tard avec une autre.